Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous présente Grand Air. Respirez à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, avec nos invités, on va se poser sur les glaciers à plus de 6000 mètres d'altitude, se jeter avec délectation dans les couloirs les plus raides du massif du Mont Blanc et revenir sur les heures de gloire de l'alpiniste avec une star des années 90 devenue éditrice. Une star éditrice, c'est évidemment Catherine Destivelle. Bonjour Catherine. Bonjour Thibaut. Vous avez été une icône de l'escalade et de l'alpinisme pour toute une génération de grimpeurs. Aujourd'hui, vous êtes directrice des éditions du Mont Blanc, spécialisée dans les livres de montagne. On en parlera tout à l'heure. Il a sorti également un livre. Il est à côté de vous, Antoine Girard, En vol vers les 8000. Bonjour Antoine. Bonjour. Un parapentiste habitué de l'émission de Grand Air. On vous suit depuis quelques années à ces altitudes-là, que vous êtes le seul aujourd'hui à côtoyer, voler à plus de 8000 mètres d'altitude avec votre parapente. En face de vous, Vivian Bruchet. Bonjour Vivian. Bonjour. Guide de haute montagne, adepte du ski de pente raide. Vous venez de sortir un film qui s'appelle Entre les lignes, qui a été réalisé par Pierre Cadot, ici présent. Bonjour Pierre. Vous l'avez co-réalisé avec Thomas Guérin. Vous travaillez tous les deux pour Yuka Film, qui est une petite jeune société de production basée à Chamonix. Tout à fait, qui est à nous. Et qui se lance donc dans la production de films de montagne. Si vous appréciez chaque semaine les images qu'on peut vous proposer dans cette émission, c'est grâce notamment à des gens comme Pierre. C'est loin d'être simple de réaliser des films de montagne de nos jours. C'est pas toujours facile. Après, en tout cas, nous, on a pas mal de travail, pas mal de sollicitations. Et on commence à connaître de plus en plus de personnes qui nous sollicitent pour faire ce genre de film, dont Vivian, qui est venu nous voir là, l'automne dernier, du coup, il y a un an, et qui voulait faire un film avec nous. Catherine, on voit beaucoup moins de montagnes à la télévision, notamment, que dans les années 90, à votre époque, à l'époque de Christophe Profit, d'Escoffier ou de Jean-Marc Boivin. Vous avez été très médiatisé pendant ces années-là. Oui, j'ai été très médiatisée. Je pense que j'ai bénéficié du fait qu'il y avait peu de films et peu de photos qui étaient faites. Et les gens avaient l'impression de découvrir une activité qu'ils ne visiblement connaissaient pas. Et on a profité pas mal de ça. Après, je trouve qu'il y en a moins, effectivement, de films, en tout cas, qui passent en télévision. Mais je pense que c'est dû au fait que les spectateurs sont peut-être un peu lassés. Puis il y a eu beaucoup d'émissions, genre Ushuaïa et autres, qui ont fait des magnifiques images. Donc, faut faire mieux. Et c'est pas facile, quoi. Et voilà, il reste ce qu'ils font, là, à l'extrême. C'est encore un autre domaine que, je pense, le grand public ne comprend pas encore tout à fait. Mais bon, ça va, je pense que ça va revenir. On voit quelques images du film Au-delà des cimes, de Rémi Tézier, qui était consacré à votre parcours il y a une dizaine d'années. Un très beau film tourné notamment sur le Grand Capucin, dans le massif du Mont Blanc. Oui, alors ce film, c'était pour faire envie aux gens d'aller en montagne. C'est pas un peu différent de ce qu'ils font eux, où ils montrent leur performance. Et voilà, c'est encore différent. Il y a des films où on travaille l'image pendant des heures et des heures, puis il y a des films qui sont juste des grands témoignages d'exploits. Et c'est une autre façon de filmer. Monter un film sur votre nom, Catherine Destivelle, à l'époque, c'était assez simple, j'imagine. Non, c'est jamais simple. Des films de montagne, c'est jamais simple parce qu'à cause du mauvais temps, des conditions, c'est toujours long et compliqué. Et du coup, les producteurs ont du mal à investir là-dedans parce que c'est risqué. Enfin, oui, c'est risqué. On peut avoir de mauvais temps pendant 2 mois, alors qu'on avait prévu le tournage. Donc, voilà, ça, c'est un peu le problème. Mais eux, je pense que les petites équipes comme ils sont en ce moment, c'est beaucoup plus léger, plus souple, et ils doivent s'adapter aux conditions au fur et à mesure. De toute façon, il n'y a pas d'exploit sans bonnes conditions aussi. Est-ce que vous avez testé le ski de pente raide au cours de votre carrière? Oui, non, ça va. Sans plus. Alors Vivian pourra peut-être vous donner quelques conseils, puisque c'est sa spécialité. Vous êtes d'ailleurs imposé, Vivian, ces dernières années comme un des grands spécialistes de la pente raide. Pourtant, vous avez longtemps skié sur des pentes beaucoup moins raides et autour de piquets. Ouais, carrément. Ça, c'est ma formation, le ski alpin.
ski alpin de compétition, donc vraiment la formation classique de compétiteur. Des années en alpin au départ, ensuite en ski cross, ensuite en freeride. Et c'est sûr que grâce à ça, par contre, tu bénéficies d'une technique que tu peux exploiter après sur les sommets, quoi. Alors vous voilà dans des couloirs où on n'oserait pas s'aventurer, même un très bon skieur. Vous y allez sans trop de soucis. Votre terrain de jeu, c'est près de chez vous, hein, c'est la vallée de Chamonix. Oui, effectivement, essentiellement. C'est vrai que moi, c'est un terrain que j'adore, que j'affectionne. C'est un terrain que, en fait, chaque jour que tu sors en montagne, tu peux quand même découvrir des nouvelles choses dans le massif du Mont-Blanc. Ce qui est très intéressant, c'est de constamment changer son regard. Et c'est ça qui va m'intéresser. Dans le massif du Mont-Blanc, je ne vais pas toujours me focaliser sur des descentes très techniques ou exposées ou des descentes mythiques. Par contre, j'aime bien aller voir ce qu'il y a derrière. C'est ça que j'ai envie d'aller voir, ce qui a pas été encore vu au final. Il y a encore des itinéraires à ouvrir dans le massif du Mont-Blanc. Il a été parcouru notamment par de nombreux skieurs de pente raide depuis des décennies. Ouais, tout à fait. Je pense que des itinéraires, il y en a. Des nouveaux, c'est sûr, parce qu'on en ouvre en fait chaque année. Après, en fait, maintenant, ce qu'on amène, c'est on va plus mixer les disciplines. Ça veut dire qu'on va mixer l'alpinisme et le ski. Et les itinéraires qu'on va parcourir, c'est plus les grands couloirs. Ils sont moins évidents, il faut aller les chercher, on va dire. Les grands couloirs blancs qui ont été explorés par les pionniers et par mes sources d'inspiration, en tous les cas, c'est sûr que ça a été skié. Maintenant, pour amener un nouveau regard et des nouvelles choses, il faut s'inspirer de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire l'alpinisme et puis encore d'autres disciplines qui nous inspirent. Ouais. Ouais, pour trouver les nouvelles lignes, il faut aussi un peu de perspicacité. Regardez cette petite séquence entre Vivian et puis quelqu'un que vous allez sûrement reconnaître. C'est pas raide, mais c'est quand même bien expo. Hein. Tu vois ça derrière. Quand même un peu expo, ouais. Oh. Ah, il y a un tunnel. Je sais pas si c'est éthique ou pas éthique, ça. Ouais, sans les skis, je sais pas si c'est éthique, ouais. Tu ton sac. Alors attends. Ok, comme ça. J'ai les skis, j'ai les sacs. Oh. Bon, c'est ce qui s'appelle passer par un trou de souris pour aller chercher un couloir, non? Ouais, effectivement, ça c'était une descente partagée. Du coup, j'étais avec Kylian Jornet. C'était, je pense, il y a 2 ans. C'est dans un sommet qu'on affectionne tous les deux beaucoup, qui est l'Aiguille du Chardonnay. C'est un sommet que moi je regarde depuis que je suis gamin, dans la cour de récréation de l'école. Et on a trouvé un itinéraire qui est dans la face ouest. Et c'est vrai que pour lier cet itinéraire, trouver ces espèces de névés enneigés, il fallait qu'on passe dans des petits passages comme ça. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui que on va vivre l'aventure dans ces itinéraires-là. Kylian, vous l'avez un petit peu initié, on peut le dire, au ski de pente très raide, en tout cas dans la vallée de Chamonix. Vous partagez avec lui de nombreuses descentes. Le jeu, c'est d'arriver du haut en bas, à ne pas enlever les skis. On vous voit là, dans une technique un peu particulière pour vraiment ne jamais déchausser. En fait, l'idée au maximum, c'est d'être le plus pur possible, parce que c'est pas du tout la même descente quand tu vas skier une partie, faire des rappels pour accéder à une autre. Alors, quand c'est trop exposé et qu'il y a un réel danger, il ne faut pas se priver de le faire. Par contre, c'est vrai que quand c'est des petits passages où on peut se permettre de le faire, on va le faire. Mais on va dire que c'est juste l'ambition de rester libre et pur. Voilà, c'est pas forcément le jeu de ne pas vouloir déchausser absolument pour faire quelque chose de nouveau. C'est vraiment... de descendre le plus simplement possible. Bon, tout ce qui est blanc se descend, c'est... Alors ça, c'est Anselme, Anselme Beau, qui a toujours été, avec qui j'ai toujours été très proche et qui est une vraie source d'inspiration, Anselme. Il y a une montagne qui est pas franchement blanche dans le massif du Mont Blanc, c'est le Dru, qui est très connu des alpinistes. On la voit là. Catherine, vous le connaissez bien ce sommet. Vous y avez passé un certain nombre d'heures, même de jours, j'ai envie de dire. Oui, effectivement, dans les années entre les années presque même 75 jusqu'à 92. Ouais, j'y ai passé pas mal de temps. Ouais. J'ai quelques images, je crois, d'une voie que vous aviez ouverte dans le pilier Bonatti. J'ai ouvert une voie à gauche du pilier Bonatti. Ah non, là, c'est le pilier Bonatti en solo. Ouais.
C'était en 90. Et après, j'ai ouvert une nouvelle voie à gauche. Puis Bonatti qui malheureusement Qui n'y est s'est plus, effondré. Donc la voix Catherine Destivelle est passée à la postérité puisque plus personne ne pourra la répéter. Ça vous serait pas venu à l'idée à l'époque qu'on pouvait descendre en ski les Drues? Non, mais même là, quand ils me l'ont dit tout à l'heure, je me dis, bon, par où? Pour moi, c'est un beau bitard de granit et 1000 mètres, quoi. Et je me suis dit, waouh, comment ils ont fait? Et puis en fait, il m'a expliqué un petit peu, effectivement, il y a des systèmes de vire, mais enfin, quand même, c'est pas simple. C'était pas une ligne évidente à trouver, celle-là, Vivian? Alors évidente, si, parce qu'elle nous flash dans les yeux. Quand tu es dans la vallée de Chamonix, t'as que ça devant les yeux, donc tu la vois. Tu vois que c'est blanc, tu vois qu'il y a quelque chose. Non, on voit que c'est blanc, mais moi je ne verrais pas forcément la place pour passer avec des skis, mais bon. Après, par contre, je pense que le plus technique qui a été, c'était de trouver les bonnes conditions pour pouvoir y aller. Les bonnes conditions, ça nous obligeait à y aller avec beaucoup de neige et un enneigement en neige froide. Et ça, du coup, nous, dans notre pratique, on n'a pas trop l'habitude de ça. Et ça, c'est des choses qui sont nouvelles. Voilà, donc c'est une descente qui est symbolique pour moi. C'est un vrai symbole. Les Drues, voilà, moi je porte ça sur ma médaille de guide à la compagnie des guides à Cham. Pour moi, c'est clair que c'était quelque chose d'important. Ouais. Pierre, quand vous suivez des riders comme Vivian sur des projets aussi engagés, comment ça se passe? Vous les suivez jusqu'au bout? Il y a des moments où vous dites, bah là, nous, on ne peut plus y aller, on les laisse filmer avec les GoPros. Comment ça se passe? Alors ça va dépendre des journées, des lignes, est-ce qu'on peut monter à plusieurs dans la face ou pas. Après, c'est vrai que maintenant, avec les drones ultra légers qu'on a, on peut rester en bas et filmer depuis le bas. D'autres fois, on va monter dans les lignes avec eux, les lignes peut-être moins exposées ou rester à un certain endroit pour ne pas aller jusqu'en haut dans le plus raide. Alors, on n'a pas toujours le même niveau que forcément des mecs comme Vivian. Il faut, Vivian, remonter, on vous voit là, remonter le couloir avant de le descendre. C'est en général une des bases du ski de pentraide. Ouais, c'est la vraie base de l'activité. C'est clair qu'on va remonter dedans pour repérer, déjà pour voir si ça passe. Parce qu'au final, bien sûr, on rêve d'un itinéraire, mais on ne sait pas forcément si ça passe. Donc ça nous permet ça. Et voilà, du coup, on se rend compte des conditions, on se rend compte aussi de comment on se sent, etc. Donc ça, c'est une phase qui est primordiale. Ouais. Ça peut vous arriver de redescendre sans chausser les skis quand les conditions sont Ouais, tout à fait. Hein. Ça arrive même, en tous les cas, le demi-tour, il est vraiment fréquent. Moi, je dirais, sur un hiver, s'il y a près de 50% des sorties qui sont des demi-tours, ou alors qui sont des plans différents. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On n'est pas dans ce genre de descente-là. C'est des descentes qui se préparent beaucoup. Et puis, c'est des descentes où, du coup, voilà, des fois, c'est la 3e, 4e fois qu'on y arrive. Quoi. Et celle-là, vous l'avez tentée combien de fois? Alors, celle-ci, on l'imaginait depuis longtemps. Et là, c'était le premier coup qu'on y allait et ça a fait. Ah, bien. Voilà. Donc, on a eu de la réussite. Ouais. Là, on voit Jonathan Charlet qui est le premier à descendre en snowboard, hein, qui a été champion du monde de freeride, donc il maîtrise bien cet outil. Pour autant, on le voit sur ces images, il ne faut pas tomber hein, sur une pente comme celle-là. Alors en fait, c'est pas forcément lié à la pente, parce que c'est pas une pente qui est très très raide. C'est les barres rocheuses de saut. Voilà, c'est l'exposition, c'est une descente qui est extrêmement aérienne et qui est suspendu. Donc voilà, il est là le réel engagement de cette descente. Ouais. D'ailleurs, vous vous êtes fait une grosse frayeur hein, dans ce drone. On va revoir une petite séquence. Accroche-toi! Ah, ça dure quelques secondes, mais j'imagine que là, il y a une montée d'adrénaline. Bah, du coup, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au choix des conditions. C'est une descente il fallait qu'on y aille avec de la neige et de la neige froide. Et encore une fois, c'est quelque chose que nous, logiquement, en pentraide, on n'est pas forcément fan. Donc ça te permet de pouvoir accéder à un itinéraire comme ça et de le skier. Par contre, il y a un danger objectif que tu contrôles un peu moins, qui est justement, bah là, c'était un bouchon de neige qui était un petit peu au-dessus de nous, en dessous de la niche, et qui s'est décroché. Donc ça, c'est clair que... Voilà, d'un côté, cette descente, elle est symbolique, elle est belle, mais d'un autre côté, il y avait un petit peu d'amertume à la fin de cette descente-là, parce que c'est pas du tout ça qu'on va rechercher. On va pas rechercher la peur ou l'engagement. On va rechercher on a envie de créer des choses et puis que ça dure. Bon, ça reste une discipline engagée, hein, ce que vous faites.
chaque virage, pratiquement, vous jouez votre vie. Catherine parlait de ses expériences en solo. C'est un peu vous étiez un peu dans le même état d'esprit. Quand vous grimpez sans aucun moyen d'assurance, la moindre faute peut être fatale. Hein. Oui, ça peut être fatal, sauf que le rocher, ça bouge moins que la neige. La neige, c'est un élément qui est... On maîtrise moins. Voilà. Donc, je trouve beaucoup plus dangereux d'aller en glace ou en neige, tout simplement, parce que ça bouge. Il y a un côté excitant, quand même, à mettre sa vie en jeu, entre guillemets, quand on pratique des disciplines à très haut niveau, comme vous, l'escalade ou... Moi, ça ne m'excite pas, parce que j'aime bien maîtriser et je ne me suis jamais retrouvée limite. J'aime bien avoir de la marge. Ce que j'aime, c'est justement sentir très très fort et sentir que j'ai beaucoup de marge. Donc, me sentir une forme de surpuissance. Quand on tente un c'est solo. ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Après, quand je suis limite, j'aime pas trop. Vivien, vous êtes guide d'haute montagne, a priori un guide à la tête sur les épaules, donc vous connaissez aussi vos limites. Vous avez une famille, je crois que vous avez une petite fille, vous y pensez aussi parfois dans ces moments un peu chauds? Ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr que c'est nouveau pour moi, la vie de papa, et c'est extrêmement important pour moi, c'est clair. Et c'est vrai que c'est pas du tout ce qu'on va rechercher. Moi, j'ai jamais voulu parler de ski extrême, par exemple. Ça m'intéresse pas l'extrême. Moi, je fais du ski, je suis un skieur, et puis ce que je veux, c'est pouvoir faire ma passion, etc. Alors après, par contre, que dans un film, on traite une forme de peur, je pense que c'est important aussi de le montrer, parce que voilà, on raconte la vérité, oui, on n'est pas là pour juste montrer de l'action. Je pense qu'aujourd'hui, on raconte aussi ce qu'on vit, et je pense que notre vie, pour tout le monde, elle passe par des moments d'accomplissement, des moments de bonheur et aussi des moments de peur où on se remet en question. Et je pense que c'est ça qui est important à retenir. L'hiver 2018 a été particulièrement bien enneigé. Vous en avez profité pour vous lancer sur un autre défi. Alors, je dis l'hiver, mais vous, le cœur de votre hiver, c'est le mois de juin, finalement. Ouais, c'est le printemps, ouais. C'est le printemps parce qu'au final, les conditions, elles sont parfaites. On peut accéder en fait en très haute altitude. C'est là où la neige, elle a la meilleure qualité et là où elle a collé le plus dans les faces. Ouais. Et donc, vous êtes attaqué à la face nord de l'aiguille verte, qui culmine à plus de 4100 mètres d'altitude. Elle s'appelle le Nant Blanc. Là, voilà cette face qui est visible d'ailleurs depuis le bas de la vallée de Chamonix. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui est beau et c'est pour ça que c'est un mythe pour nous dans le milieu du ski de pentraide. C'est parce que tu peux la repérer depuis le bas, tu peux l'imaginer depuis le bas, tu peux imaginer ta ligne, etc. Et je pense que moi, j'ai été bercé un peu là-dedans à Chamonix et dans ce rêve de tracer, de laisser une signature dans cette face. Donc voilà, ce genre de descente-là, ça fait peut-être une dizaine d'années que je la porte en moi, celle-là. Et ça fait peut-être 5 ans que chaque hiver, je fais une tentative, que j'y vais, que finalement, ça ne fait pas. Cette année, j'y vais 3 fois, je vais 3 fois dans la face. Donc voilà, c'est pas du jour au lendemain que tu peux réaliser un rêve comme ça. Je crois que c'est Jean-Marc Boivin qui a été le premier à descendre cette face il y a évidemment quelques années. C'est réputé pour être la descente la plus difficile du massif du Mont Blanc. Vous n'êtes pas nombreux à y être allés, donc c'est à vous d'en décider. Mais on va quand même regarder une petite séquence de votre descente. Vous allez voir, ça fait froid dans le dos, même quand on reste assis comme ça sur son fauteuil. Moi, j'étais là derrière, accroché au rocher, en train de le regarder. Je suis là, ok, il est vraiment chaud, tu vois. En culotte! Ça y est! T'as bonne prise. T'as des bonnes prises de main en fait. Bon, on lui fait confiance à Paul Bonhomme sur les bonnes prises de main. Le film, cet extrait est extrait d'Entre les lignes, un film que vous avez réalisé, Pierre, qui a été présenté aux dernières rencontres du cinéma de montagne de Grenoble, devant une salle comble. Il y avait plus de 4000 personnes ce soir-là.
très impressionnant, une scène comme celle-là. Comment vous la gérez? C'est évidemment les GoPro qui font les images. Vous récupérez ça après ou vous êtes quand même dans le théâtre quelque part sur la montagne à ce moment-là? Non, pour le coup, sur cette ligne-là, on n'était pas là. Dans le film, Vivian raconte que c'est l'heure où on est à la plage et que lui, il va skier. Ah oui, et nous, effectivement, il a raison. On était à la plage et donc ils ont filmé une grosse partie en GoPro. Et sinon, il y avait un caméraman qui était plutôt sur un projet de Paul Bonhomme, qui s'appelle le projet des 4 faces, où il essaie d'enchaîner les 4 faces dans la même journée. Et donc, c'est eux qui ont filmé. Mais après cette séquence, c'est sûr que quand on a vu qu'on a récupéré les GoPro, on l'a regardé c'est même pas un dixième du temps qu'il a passé pour passer ce passage et on avait les mains moites et on savait qu'on allait l'exploiter au montage parce que voilà, c'est vrai que c'est impressionnant cette cheminée qui descend. Ah oui, c'est incroyable ces images. On n'a vraiment pas envie, enfin en tout cas moi j'avais vraiment pas envie d'être à votre place. Catherine, des situations comme ça un peu scabreuses, vous en avez j'imagine connues dans votre carrière? Non, pas comme ça. Pas comme ça. Non, mais avec des skis sous les pieds, bof. J'aime bien savoir ce que je. C'est vrai que moi, avoir des grands pieds comme ça me perturbe. Bon, vous l'avez bouclé, hein, cette descente du Mont Blanc. Vous rentrez dans un cercle très fermé de skieurs alpinistes qui ont pu défier cette phase du haut en bas, puisque je crois que vous n'avez pas eu besoin de déchausser, si ce n'est sur le bas de la descente. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, c'est plus par respect, par admiration pour Pierre Tardivelle, hein, qui avait ouvert un nouveau regard dans la face et qui avait skié qui avait skié cette descente, pas exactement la même que la nôtre, mais qui était rentré de ça et qui avait dit un jour, ça pourra passer sans faire de rappel, ça pourra skier intégralement. Et nous, on est parti vraiment avec cette volonté-là d'aller dans cette lignée-là, quoi. C'est ça qu'on trouvait beau. Et effectivement, toute la partie haute, on n'a pas eu besoin de déchausser. Par contre, vu qu'on a bifurqué dans un autre itinéraire sur le bas, là, on a dû installer des rappels, ouais. Antoine, le ski de Pentraide, est-ce que c'est votre dada ou... Ah, pas tant que ça, moi je préfère les survoler. Vous êtes bien à l'aise quand vous êtes au-dessus des... Je fais des repérages. Au-dessus des couloirs. Bon, il est par rapport à votre parcours, effectivement, vous êtes un parapentiste aujourd'hui de très haut niveau, recordman du monde, j'ai envie de dire, de vol en altitude, mais vous avez commencé quand même par des choses très engagées, notamment par de l'alpinisme. Une des premières expéditions que vous avez menées en Himalaya, vous êtes attaqué directement au K2. Ouais. Bah oui, je voulais. Ça me faisait rêver, tous les récits que j'ai vus et tout ça, donc j'avais envie d'aller voir et de l'affronter un petit peu pour voir ce que c'était. Et alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est toujours mieux dans les livres que la réalité. Non, c'était une belle expérience, mais pour moi, trop de monde sur la montagne en même temps et c'est pas forcément ce que je recherchais. Bon, c'est une montagne, hein, c'est le deuxième sommet de la planète, le K2. C'est une montagne qui est réputée très difficile, très dangereuse et qui a été skiée pour la première fois cet été en intégralité par un jeune Polonais qui s'appelle André Bargiel. Il a 30 ans. Je ne sais pas si vous le connaissez, Vivian. On ne se connaît pas directement, on se suit, on se connaît via maintenant les réseaux, etc. Mais effectivement, ouais, c'est quelque chose que j'ai regardé et c'est sûr que c'est une très grosse réalisation. Et voilà, je pense que ce qu'il y a à 8000, c'est encore complètement autre chose. C'est un autre univers. Oui, il faut déjà arriver au sommet, ce qui n'est pas donné, et puis redescendre. Aucun rappel dans cette descente. Hein. Il a pu enchaîner la face jusqu'au bout. Le K2, Catherine, c'est une montagne que vous avez côtoyée aussi au cours de votre carrière. Jamais. Je suis en Himalaya, mais pas au K2. Je me suis attaqué à des 8000 moins haut. Et peut-être moins couru aussi. Mais par contre, je le connais bien par la littérature. Là, il y a eu beaucoup, ça fait On a beaucoup écrit sur le K2. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé pour le K2, oui. J'ai publié au moins 3 livres sur le K2, notamment sur le drame qui a eu lieu en 2008, où il y a eu 11 morts. Et là, voilà, le ciel pour linceul. Voilà, il y a Piégé sur le K2, et j'en ai un autre qui s'appelle Les transitions silencieuses. Et tout ça, ça se passe au K2 avec plein de morts.
Et celui-là, en tout cas, Le ciel pour la seule, raconte un peu le côté des Sherpas, des porteurs qui étaient là présents pendant le drame et qui ont, grâce à eux, pas mal d'Occidentaux ont été sauvés. Mais on découvre vraiment ces gens qui se dévouent totalement pour leurs clients, en gros. Et on se rend compte surtout qu'ils vont à l'encontre de leurs croyances, parce que les montagnes sont pour eux habitées par des divinités. Oui, ils n'ont pas vocation à y aller. Non. Et à chaque fois, s'il y a un accident, c'est les divinités qui se rebellent et qui leur font payer un petit peu le fait de venir les déranger. Et voilà, ça c'est beaucoup dans tous les. Dans ce livre-là, on découvre un autre aspect et je ne le connaissais pas aussi bien. Et du coup, j'ai trouvé ce récit très, très intéressant. Et Piégé sur le K2, en fait, c'est la même histoire, mais racontée par des Occidentaux qui racontent leur vision. Ce qui s'est passé. Donc, quand on a les deux versions, c'est assez intéressant. Antoine, vous n'avez pas survolé le K2, mais vous n'avez pas été très loin il y a 2 ans pour votre record du monde d'altitude. Hein. Vous étiez sur un sommet qui se situe un petit peu dans la même région. Hein. Ouais, sur le Broad Peak, qui est à peine 10 km. Donc, quand on est sur le Broad Peak, en fait, on survole la montagne. Et ce qu'on voit devant nous, c'est le K2. Donc, j'ai pu le contempler de tous les côtés. Ouais. On va revoir chance. quelques images de ce record mondial, une tentative incroyable à 8157 mètres. C'est ça, votre GPS a immortalisé cette hauteur? Exactement, oui. Vous êtes le premier parapentiste à voler aussi haut de son plein gré, en tout cas. Exactement. C'est-à-dire partir du bas et monter avec les thermiques, c'est la seule fois, et d'ailleurs l'unique fois qui a été faite. 2 ans après, vous avez toujours ça en mémoire? C'est quelques minutes un peu magiques, j'imagine? Ah oui, ça reste gravé, quoi qu'il arrive. Surtout que cette année, je suis reparti pour essayer d'aller encore plus haut, mais malheureusement, ça n'a pas fait. Il faut des conditions particulières, j'imagine, pour arriver à voler comme ça au-dessus des montagnes. Cette année, vous êtes resté, on le voit, le sommet, mais un tout petit peu en dessous, c'est ça? Ouais, je suis remonté sur le Broad Peak à 7600 mètres. Et on a réussi à monter encore plus haut d'autres endroits, quasiment à 8000 mètres, à 7960 mètres. D'ailleurs, vous êtes le deuxième, c'est la deuxième performance mondiale. C'est le second plus haut vol réalisé, oui. Là, vous étiez 2, c'est ça Là, on était 2 avec Damien Lacaze, exactement. On est parti pour un périple de 1500 km en vol bivouac. Là, on voit quelques images où on est quasiment à 8000 mètres. Et on voit qu'on n'est pas du tout au-dessus de haute montagne. Là, les sommets faisaient 6000 mètres. Et c'est ça qui était assez intéressant pour cette fois-là. Il n'y a pas besoin d'oxygène à cette altitude-là? Il faut s'acclimater. On y va progressivement. Nous, on a mis 5 jours à monter à plus de 7000 et 10 jours pour les 8000. Une question, ça veut dire quoi, un vol bivouac? En fait, un vol bivouac, c'est qu'on part avec la tente et le matériel et on est en itinérance. C'est-à-dire qu'on vole, on va se poser en montagne, on dort et on repart, ainsi de suite. Et on fait comme une randonnée en plusieurs jours. On redescend pas en vallée. Il y avait eu plus de 1000 km parcourus, je crois, sur la première expédition en 2006. Et Antoine teste pas mal de nouvelles formules pour appréhender la montagne, et notamment la très haute montagne. Et l'une des idées que vous avez en tête, c'est de chanter les quelques jours de marche d'approche qui sont nécessaires en général pour arriver au pied des faces à 5 ou 6 000 mètres. Vous vous êtes dit, pourquoi pas les faire en quelques heures en parapente et me poser pratiquement au pied de la dernière rampe, quoi. Pied à la dernière rampe, pas forcément. L'idée, c'est de se poser où sont les difficultés, là où on veut grimper. Comme quand on va à Chamonix, on va faire une voie, on prend la téléphérique qui nous amène au pied de la voie, on fait la voie. Là, l'idée, c'est faire la même chose, mais grâce au parapente. Alors, vous avez fait une tentative il y a quelques mois au Pakistan sur un sommet qui s'appelle le Spantik, c'est ça? Oui. Alors qu'il y a plus 7000 mètres. Plus de 7000 mètres d'altitude. Et donc là, on vous voit en approche pour vous poser un peu en dessous du sommet. Là, on est à 6200 mètres, le posé, oui. Donc c'était pas évident ce jour-là, c'était dur de monter. Alors on nous voit passer au-dessus des crevasses. Voilà, on vise bien les endroits. Il y a beaucoup de neige, parce qu'on n'avait pas eu du très beau temps. Et donc là, l'idée, voilà, c'est se poser, dormir et le lendemain faire le sommet avant de rentrer. Là, à 6003, vous êtes à quoi, 700 mètres du sommet. On vous voit là repartir le lendemain. Alors contre, là, c'était le même jour, en fait. On a cherché un bivouac. En fait, le plateau est très grand, donc c'est assez long de le traverser. Et le lendemain, on essaye de monter. Mais il est là, le sommet. C'est vrai qu'il n'a pas l'air loin du tout. Après, c'est l'impression. Parce que 700 mètres dans la poudreuse et avec l'altitude, c'est pas si facile que ça. Et le lendemain, en fait, là, c'est le début de la tempête. On est à 6900 mètres, juste 100 mètres sous le sommet. Et puis, on décide de rentrer. Et on galère pas mal pour rentrer.
Bon. C'est une technique qui, pour vous, a un avenir, cette façon de... Pour l'instant, vous n'avez pas encore réussi à gravir un sommet comme ça, mais c'est souvent le mauvais temps qui vous a... Moi, je veux aller un peu plus loin. Pour moi, ce qui a vraiment de l'avenir, c'est de prendre son parapente, aller au pied des difficultés, établir un pseudo-camp de base qui va durer une semaine, 15 jours, avec tout son matériel, faire l'ascension, revenir au camp de base, son propre camp de base, et rentrer à la maison avec. Donc on repose à 6500 mètres. Là, ça pour moi, ça a vraiment de l'avenir. Là, ce que j'essaye de faire jusqu'à maintenant, c'est que je m'amuse un petit peu plus. Donc quand j'arrive à mon camp de base, j'emmène tout mon camp de base au sommet pour redécoller du sommet. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le plus facile, c'est peut-être plus amusant, mais pas forcément le plus facile à faire. Là, sur cette expérience, ça aurait pu mal se passer. Vous avez fait un œdème, je crois, à 6000 mètres d'altitude. Exactement, un gros œdème un peu plus haut même, où on a mis 2 jours à s'en sortir. Les 30 heures de tempête dans la tente, moi j'ai dormi 28 heures parce que je ne pouvais même pas tenir debout, ni même réveiller. On a pris un petit créneau de beau temps, qui nous a permis de nous évacuer. On n'avait plus de nourriture, on n'avait plus rien, donc c'était un petit peu dur. Mais après, c'est le jeu de la montagne. C'est pour ça que je dis que mettre un vrai camp de base est beaucoup plus sécuritaire. Là, on vous voit fuir, on peut le dire comme ça, en parapente au milieu du mauvais temps. Là, il est tombé 1 mètre de neige, donc le décollage très délicat, on ne peut pas courir. Donc il faut qu'il y ait du vent de face pour décoller. Et là, on a profité, il y avait un peu moins de neige, il y avait toujours du brouillard, on ne voyait pas grand-chose, mais de toute façon, c'était le seul échappatoire qu'on avait. Là, le second, il reste derrière, tout seul, ça doit être... Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, j'étais vraiment dans un état, entre guillemets, pitoyable. Je veux dire, je n'avais plus debout, il fallait que Damien il m'aide même à me lever, à installer la voile et tout ça. Donc, on a décidé que si on décollait, Damien gardait le matériel, c'est-à-dire la tente, la nourriture, tout était réparti. Mais là, il a tout gardé pour que, si moi je décolle et pas lui, comme je décollais dans tous les cas devant, il puisse tenir encore 2-3 jours. Mais lui aussi était en très mauvais état, donc il fallait qu'on y arrive. Vous avez décollé tous les deux, vous êtes redescendus, mais effectivement, il faut défricher les nouvelles façons de faire de la montagne. Il faut des gens comme Antoine Girard et Damien Lacaze. Vous parliez, Catherine, du vol bivouac. Enfin, vous demandiez à Antoine. Alors, ça peut se faire dans des conditions un peu plus tranquilles. J'ai envie de dire, vous avez fait une belle balade au-dessus de la cordillère des Andes. Donc là, on est sur des altitudes quand même élevées, mais un peu moins importantes. Vous avez suivi le vol du condor, qui est un oiseau célèbre de cette région. Exactement, on est parti du sud du Chili, au nord de la Patagonie, pour rejoindre le Pérou, donc quasiment 3000 km en vol bivouac avec notre tente. On avait quelques points de ravitaillement, on avait 2 points de ravitaillement sur tout le trajet pour acheter un petit peu de nourriture. Et après, c'était l'exploration, parce que quasiment aucune partie n'a été volée, que des vraiment toutes petites zones. Et nous, on traversait vraiment tous les 3000 km, et au final, on a pu voler que un peu plus de 2000 km, dont 800 km qui n'ont jamais vu un parapente. Et là, la vraie difficulté, on le voit, c'est très sec, il n'y a pas d'eau, et c'est le ravitaillement en eau qui devient très complexe. Catherine, c'est une expérience que vous aimeriez... C'est donné à tout le monde d'aller faire des vols bivouac, ou il faut déjà une sacrée expérience de la navigation en l'air? Ça dépend surtout où on part. Non, il faut déjà avoir une petite expérience de vol pour faire ce qu'on appelle du cross, donc arriver à se déplacer. Après, si on le fait dans les Alpes, par exemple, beaucoup de personnes peuvent le faire. Après, il ne faut pas vouloir faire 1000 km, mais sur 5-6 jours, faire 200 km, ça se fait très bien. Il y a des vols tandem parfois. Je sais que Julien Erilli, par exemple, avait emmené Katia Lafaille l'an dernier pour un record de distance au Brésil sur plusieurs centaines de... Alors, on n'est plus dans le vol bivouac, mais tout à fait. Et le vol bivouac est possible en tandem aussi. En tandem, vous pouvez emmener un passager. Bon, très bien. Si Catherine ne prend pas la place, je la réserve. Moi, ça me dit bien de voir les montagnes vues d'en haut sans prendre trop de risques. En vol vers les 8000, c'est le livre que vous avez sorti à l'issue de ce record, où vous racontez un peu les coulisses et les préparations de cette tentative. Il y a effectivement tout ça, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on présente un film, ça a été présenté l'année dernière, donc ces images qu'on a vues, on ne présente que ce qui a été filmé. Mais ce qui se passe... Oui, toutes les anecdotes, tout ce qui se passe, les difficultés ne sont pas forcément filmées, et on ne peut pas le mettre dans le film. Alors que là-dedans, on retrouve vraiment l'histoire d'origine avec tout ce qui se passe, et même comment on ressent les choses à tel moment, tout est dedans. Donc ça va beaucoup plus loin. Bon, c'est aux éditions Chemin des Crêtes. Voilà, si un jour vous voulez changer d'éditeur, vous pouvez en parler à Catherine, puisque vous êtes spécialisée avec les éditions du Mont Blanc sur vraiment les livres de montagne, d'aventure. On avait parlé dans cette même émission il y a quelques semaines du livre La montagne sous presse, 200 ans d'histoire de l'alpinisme décrypté par l'historien Yves Ballu à travers notamment les coupures de presse des médias sur ces 2 siècles.
Vous rééditez également en ce moment le 9e degré, hein, Oui. c'est-à-dire une bible pour tous les grimpeurs. Voilà, c'est toute l'histoire de l'escalade libre, qui a été écrite par David Chambre. Et là, c'est la 2e édition, la première étant épuisée. Et on a du coup refait une mise à jour pour les nouvelles performances qui ont eu lieu cette année par les hommes et par les femmes. Adam Ondrak a réalisé un 9C. C'est lui qui est sur la Oui, la qui est sur la couverture. Et puis, Angela Heiter qui a réalisé un 9B. 9C, ça veut dire qu'on est bientôt au 10e degré. Il va falloir un jour. Quand on sait y qu'il a penser. fallu 20 ans pour gravir chaque lettre, ça, bon, on ne sait pas. Oui, probablement, il y aura probablement du 10, mais on verra. On voit là quelques images de Margot Hayes, qui est une jeune américaine qui a été la première femme à gravir 9A+, qui est déjà une catégorie un peu au-dessus du 9e niveau de base. Elle avait 19 ans, je crois. Elle est toute jeune. Margot, à votre époque, on en était à quel niveau À mon époque, on était à 8B. Voilà, donc ça fait pas mal de temps pour arriver à 9B. Ça fait les premiers 8B ont été gravis, si je ne me trompe pas, en 90, peut-être 11. On est en 2018, bientôt Voilà, bon. 2019 même. Ouais, donc c'est presque, mais c'est plus de 20 ans encore. Ouais, donc ça progresse, mais il y a encore Ouais. un petit peu de marge. En tout cas, c'est un bouquin qui se réactualise. Un autre livre que vous sortez en ce moment qui s'appelle La première ascension de l'Ogre. Alors l'Ogre, c'est pas l'Eiger, hein. Non, alors l'Ogre, c'est une montagne qui se situe au Pakistan. Et ce récit a été enfin écrit par Doug Scott. C'est Doug Scott qui l'a écrit, qui l'a Alpiniste anglais vécu, très réputé. qui l'a réalisé en 70. Dans les années 70, ouais. Et en fait, cette histoire, je suis contente de la publier parce que c'est une histoire qui m'avait beaucoup inspirée lorsque j'ai eu mon accident, moi, en Antarctique, où je m'étais fracturée. J'ai eu une fracture ouverte de jambe. Et je m'étais étiez dans une paroi. Non, c'était un truc stupide. J'étais au sommet, j'ai perdu l'équilibre. J'ai atterri avec une fracture ouverte de jambe, un truc complètement idiot. Mais n'empêche qu'il a fallu descendre 2000 mètres de paroi avec cette fracture ouverte tout seul, parce qu'il n'y a pas d'hélico en Antarctique, il n'y a pas de secours possible. Et du coup, Doug Scott a eu les deux jambes, les deux chevilles brisées. Je ne savais pas que c'était pas ouvert, mais bon, peu importe. En tout cas, ça m'a aidé à tenir durant cette descente et puis les 3 jours qui ont suivi avant qu'il y ait un avion qui puisse enfin venir nous chercher. Et Doug, lui, il s'est fracturé les 2 jambes à la descente aussi de façon aussi stupide. Et il a rampé pendant 5 jours sur le glacier. Arrivé au camp de base, il n'y avait plus personne. Il était accompagné de Bonington, lui, qui avait deux côtes fracturées aussi. Et le poumon commençait à s'infecter. Enfin, c'était assez difficile. Et donc, il raconte cette histoire. En première partie, il raconte d'abord l'histoire de la montagne, parce qu'un alpiniste, quand il a envie d'aller gravir une montagne, il s'intéresse aussi à ce qui s'est passé avant et comment ça a été découvert, quelle voie a été gravie. Bon, ils se trouvaient là et ils avaient décidé d'ouvrir cette voie, faire la première. Voilà. Donc vous avez dit, si Doug Scott y arrive, moi je peux aussi m'en sortir. Disons que ça m'a conforté en disant que c'est probablement possible. Ouais. Il y a Joe Simpson qui avait pas aussi très réussi un sauvetage incroyable. Oui, c'est un peu différent. Là, j'ai plus d'admiration. Bon, je ne vais pas le dire là, mais plus d'admiration pour Doug Scott. Que pour Joe Simpson. Bon. Il a peut-être un peu romancé aussi son histoire. Non. Il était le seul sur place à l'époque. Donc... Non, mais Doug, c'est un grand Himalaya, c'est un grand bonhomme, quoi. Il a fait plein de premières, il a fait plus de 60 expéditions. Je veux dire, voilà, il a ouvert une voie à l'Everest, enfin partout. C'est un gars. Il a eu Piolet d'or d'ailleurs, il y a Carrière, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Et donc voilà, c'est un grand bonhomme, quoi. Bon, c'est à lire donc aux éditions du Mont Blanc, les éditions de Catherine Destriviel. Il n'y a pas de livre sur les cristalliers dans votre collection aussi ? Si, il y a Balma. C'est Balma qui était aussi un cristallier, chercheur d'or, et je viens de sortir un livre qui a été écrit par Daniel Grévoz. En fait, il a retrouvé un carnet écrit par Balma lui-même au musée alpin de Chamonix. Il a tout décrypté et il s'est aperçu que ce Balma était quelqu'un d'assez érudit et très curieux, qui posait plein de questions à tous les gens qui l'emmenaient, notamment Dolomieu, qui a donné le nom à la Dolomite, la Dolomite dans les Dolomites. Et du coup, voilà, il connaissait plein de choses. Et il voulait savoir exactement comment il est mort. En fait, il est mort en allant chercher de l'or du côté de Faverges.
Voilà, la chasse aux cristaux. Donc on lit ce livre comme un roman. En fait, dès qu'on le commence, hop, on a envie de savoir ce qui va se passer. Bon, c'est une tradition chamoniarde qui date donc depuis plusieurs siècles, la chasse aux cristaux. Hein. Ces pierres que l'on trouve dans la montagne et qui, une fois un peu dégrossies, taillées, sont des petits bijoux. Et Pierre, c'est un sujet qui vous a intéressé pour votre première production de Yucca Film il y a 2 ans. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui nous a intéressés et qui, bizarrement, ne m'intéressait pas avant de le faire. Je trouvais que les cristaux, il y avait un côté galvaudé qu'on voyait trop souvent à Chamonix. Et en fait, je pense que c'est la magie aussi du métier qu'on fait. Et avec Thomas, du coup, on s'est retrouvés dans cet univers, l'univers des cristalliers, qui est normalement assez secret. Donc voilà, on a été invités à venir sur une super découverte et on en a fait un film qui s'appelle La montagne des cristalliers. Et si on appelle le film comme ça, c'est parce qu'on trouve qu'ils ont une manière particulière de vivre et de voir la montagne, et où la réussite, c'est pas le sommet, c'est pas la vitesse d'ascension, c'est de passer du temps à contempler, à trouver. Et voilà, c'est des gamins qui vont faire une chasse au trésor. C'est un petit milieu, ils sont une poignée à pratiquer cette activité. À Chamonix, il faut signer ce qui s'appelle la charte des cristalliers, qui te donne le droit d'aller en montagne, parce qu'il y a certaines règles où il ne faut pas utiliser d'hélicoptère, il ne faut pas utiliser de dynamite, il ne faut pas utiliser tout doit être ramené à dos d'homme et au marteau et au burin. Donc c'est vraiment une pratique, et comme vous le disiez, il y a une éthique. Il y a une éthique, et cette équipe, on a une qui nous a vraiment touchés particulièrement. Et les 4 sont complémentaires, et on a vraiment adoré faire ça avec eux et découvrir tout ce milieu. J'imagine qu'ils ont leur coin un peu secret aussi. Alors pour le coup, le four du film, le film se concentre que sur un seul four, donc une poche de cristaux est vide, donc ça ne sert plus à rien d'y aller, et il n'y a aucun secret sur où c'est. Bon, on va regarder un petit passage de ce film pour comprendre quelle agilité il faut quand on veut aller chercher les pépites au fond d'un four, justement. C'est quand même étroit là, hein, moi, et un peu droit devant. Hein? Il faudrait un mec tout plat qui est capable d'avancer dans la technique du serpent. Là, on a atteint une période d'extraction du four où on commence à rentrer en profondeur. On tient un quart d'heure maximum, parce qu'on est dans des postures insupportables. C'est sûr. Il faut essayer d'insister parce qu'il y a des jolies choses au fond et on ne veut pas les laisser là-bas. Bon, on l'a compris, ils ne sont pas venus pour rien, ils ont tout ramassé. Hein. Ils ont tout pris, ils ramènent ça, ils les lavent précautionneusement, et ils les regardent, ils les mettent dans leur vitrine, et ils les regardent l'hiver quand ils ne peuvent pas aller en montagne. Bon, le prochain projet pour Yucca Film, vous avez déjà des pistes? On a pas mal d'idées, on va voir ce qui se met en place. C'est vrai qu'en début d'hiver, il y a toujours plein d'idées, et il faut voir ce qui est faisable, ce qui se concrétise, mais voilà, on n'est pas en manque d'idées en tout cas. Bon. Bonne continuation en tout cas à tous les 4 dans vos projets respectifs. Nous, on va se quitter avec d'autres images signées Yucca Film, des images d'une série qui s'appelle Nocta. C'est quoi le principe, Pierre? Nocta, c'est une série du coup imaginée par Bruno, qu'on voit avec sa barbe, et Thomas Guérin. Et donc nous, on est venu filmer. L'idée, c'est de faire du ski de nuit. Donc on a commencé dans la Vallée Blanche, à Chamonix. Après, on a fait dans les forêts de Chamonix avec l'idée de la meute, de loups qui skient de nuit. Et celui-là, c'est le 3e opus qui se passe dans les Dolomites. Et on se rapproche un peu plus de la spéléologique du ski. Et voilà, c'est vraiment des moments et des choses uniques que de skier de nuit. Et c'est vrai qu'on a des lampes hyper puissantes qui sont quasiment comme des phares de voiture et qui nous permettent de skier presque comme en plein jour. Allez, en tout cas, ça donne une ambiance très particulière, des images qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Des images de ski, on en voit beaucoup, mais des comme ça. C'est à découvrir donc la série Nocta, qui nous sert de séquence de fin pour vous dire au revoir et vous donner rendez-vous très vite dans Grand Air pour d'autres aventures.
Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles, vous a présenté Grand Air.